rentrer dans le vif du sujet, de présenter nos invités. Alain, Monsieur le Président des Beaujolais Runners, un petit mot sur l'idée de ces conférences et l'idée de cette première conférence qui va parler des bienfaits du sport pendant, avant et après un cancer. On vient de me dire avant, pendant, après. Voilà. Simplement, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce premier cycle de conférences et notamment à cette première conférence sur sport et cancer. Simplement pour vous rappeler que l'ensemble des conférences de la journée vont être filmées sur la nouvelle chaîne qui vient de sortir, le média qui s'appelle Marathon du Beaujolais Inside. Et oui, on innove dans le Beaujolais. Et vous aurez, à partir de vendredi prochain, grâce à Newspack et MaTV en Beaujolais, vous aurez vendredi prochain, le 27, en relais sur tous vos médias favoris, les réseaux sociaux, etc., YouTube. Vous pourrez retrouver MaTV Beaujolais, Marathon Beaujolais Inside, donc qui va relayer, et vous êtes filmé en direct, attention. Alors on va accueillir nos invités. Voilà. Simplement pour dire, effectivement, très important pour nous, le cycle de conférences cet après-midi, il commence par ce qui est devenu le plus important pour nous aujourd'hui, c'est l'engagement solidaire du marathon au travers d'une grande cause, d'une noble cause, la lutte contre le cancer, et on est ravis de vous accueillir. Je laisse la parole à Christophe. Merci Alain. Voilà, si vous êtes là, vous savez depuis très longtemps que le sport et la santé entretiennent un lien étroit, mais au-delà du bien-être physique, la pratique sportive joue-t-elle un rôle essentiel dans la prévention des maladies les plus graves et notamment les cancers? Pour débattre de ce sujet, je vais vous demander d'accueillir nos invités. Le docteur Olivier Lesaut, oncologue au centre Léon Bérard, qui va monter nous rejoindre sur scène. Je crois qu'on peut applaudir ces médecins qui vont nous accompagner aujourd'hui. Le docteur Philippe Marijnen, qui est médecin du sport également au centre Léon Bérard. On vous parlera pendant cette conférence d'un programme qui s'appelle Jump avec les Hospices Civils de Lyon. Je vais accueillir Justine Bérardet, Van Ruymbeck et Jean-Paul Larbre pour nous parler de ce programme. Voilà, vous prenez une des chaises et puis vous comprendrez dans la conférence pourquoi elle est présente. Je vais vous demander d'accueillir également Marie-Noëlle Lameur qui est membre du Club des 100. Alors le Club des 100, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui regroupe toutes celles et tous ceux qui ont couru plus de 100 marathons dans toute leur vie. Et donc Marie-Noëlle fait partie des membres de ce cercle fermé et vous aurez dans quelques minutes l'occasion de comprendre pourquoi elle est parmi nous. Alors, on va s'asseoir, voilà, je vais vous inviter à vous asseoir. Je précise également qu'on aura dans la limite du temps imparti une séance de questions-réponses. Si à l'issue des conférences du moment vous souhaitez poser des questions complémentaires à nos médecins et spécialistes pour cette session de questions-réponses. Alors on va commencer donc alors messieurs dames, sentez-vous libre de prendre la parole quand vous voulez au niveau des questions, même si certaines sont un peu plus ciblées que d'autres. On va commencer, puisque une des questions qu'on entend souvent, on entend dire que le sport protège du cancer. Alors c'est peut-être un peu trivial dans la façon de le présenter, mais mesdames, messieurs les docteurs, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'activité physique joue un rôle prépondérant dans la prévention des cancers? Donc je suis Olivier Lesaut, je suis oncologue médical au centre Léon Bérard. Donc pour répondre à cette question, en effet, le sport est un facteur qui prévient le risque de cancer. Et notamment, alors ça a été décrit par des instituts internationaux de recherche contre le cancer, l'IARC notamment. Il y a des cancers qui sont plus impactés par l'association entre l'activité physique et le cancer, notamment tous les cancers pour lesquels le surpoids est un facteur de risque, les cancers du côlon, les cancers de l'endomètre par exemple. L'endomètre, c'est l'utérus chez la femme, les cancers du sein. Donc on a des cancers pour lesquels le niveau de preuve est très fort, d'autres pour lesquels il l'est un peu moins. Et par des mécanismes qui sont très variables, qui passent par la perte de poids, mais aussi d'autres impacts. Ça réduit l'inflammation, ça a des impacts sur le métabolisme. Donc le sport a vraiment une action qui est assez large et assez globale sur plein de paramètres physiologiques qui permettent de réduire le risque de cancer de 10 à 30%. Donc c'est quand même quelque chose qui est majeur et sur quelque chose que tout le monde peut faire, qui est à la portée, entre guillemets, à peu près de tout le monde, mais qui est vraiment de l'ordre du je prends en charge ma santé et je préviens les maladies.
peut-être un autre docteur pour répondre ou pour rebondir et peut-être nous donner quelques infos complémentaires. Est-ce que les études montrent qu'il y a des sports qui sont privilégiés, qui sont plus préventeurs, même si, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, qui aident mieux à la prévention? Est-ce que c'est l'endurance? Est-ce que c'est pratiquer certains sports? Est-ce que c'est pratiquer régulièrement? Voilà, est-ce que les études vont jusque-là dans la prévention? Les études, elles vont même plus loin. Alors, il n'y a pas un sport qui est recommandé pour éviter un certain nombre de maladies. Ce qui compte, c'est la régularité, c'est-à-dire avoir une activité physique quotidienne d'une certaine intensité et qui associe à la fois un sport d'endurance, comme la course à pied, et puis des activités de renforcement musculaire. Et plus on vieillit, plus il faut faire de renforcement musculaire parce qu'avec l'âge, on perd de la masse musculaire. Donc les deux, et pas un sport en particulier. J'ai envie de dire, tous les sports sont bons à partir du moment où ça nous fait plaisir, qu'on ne se blesse pas, qu'on peut intégrer ça dans son emploi du temps et qu'on peut le faire surtout régulièrement. Alors régulièrement, c'est quoi? C'est un petit peu tous les jours et 10-15 minutes par jour? C'est 30 minutes? Il y a un temps? Alors, pas pour les cancers, mais je pense qu'on pourra généraliser. On entendait parler des 10 000 pas par jour pour prévenir l'obésité et les autres maladies. Non, je crois qu'il ne faut pas donner tellement de chiffres comme ça, mais pour donner une idée, aujourd'hui, l'OMS recommande d'avoir 30 minutes d'activité physique par jour. Bon, ça c'est une chose. Alors il vaut mieux faire 30 minutes par jour que d'en faire 150 minutes une fois par semaine. Comme dit François Carré, qui est professeur de cardiologie, ça ne nous viendrait pas à l'idée de nous laver les dents 7 fois par jour le samedi. On est d'accord. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut en faire un peu tous les jours, l'intégrer dans son parcours de professionnel ou de vie quotidien. Voilà. Alors ça, c'est dans la phase de prévention. Maintenant, on va rentrer, malheureusement pour ceux qui rentrent dans le cycle de la maladie, dans la phase de traitement. Est-ce que pendant le traitement, on peut continuer des activités sportives? Ça interroge, voilà, je peux pas, si oui, je peux quoi, quelle intensité? On parle d'activité physique adaptée, on entend ces termes-là. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Quels sont vos témoignages? Alors je pense qu'on pourra avoir un témoignage après là-dessus qui sera hyper intéressant à ma droite. Sur les sports qu'on peut faire et qui sont recommandés, c'est des choses, quand on prend en charge des patients qui ont un cancer et qui nous posent la question du sport, donc souvent on établit un certificat et il y a certains paramètres qui nous permettent de dire il n'y a aucune contre-indication, quelle que soit l'activité sportive, ce ou cette patiente peut faire le sport qu'il ou elle désire. Il y a certaines situations qui sont un petit peu plus, qui soulèvent des problématiques, des patients qui ont des lésions osseuses métastatiques où il peut y avoir un risque de fracture, des patients qui ont des cancers hématologiques du sang, qui peuvent avoir des taux de plaquettes qui sont très très bas, donc pour lesquels on va se dire non, des sports avec des chocs, il faut peut-être éviter. Donc en général, on s'adapte et on adapte à la situation, quelles sont les contre-indications, et les médecins du sport, comme Philippe qui est au milieu, savent bien savoir où sont les limites, et c'est pour ça qu'on parle d'activité physique adaptée. Mais clairement, en cours de traitement, l'activité physique est un axe essentiel, et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus l'habitude de dire, dans le parcours de soins qu'on coordonne, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie de temps en temps, il y a la chimiothérapie ou les thérapeutiques ciblées, l'immunothérapie, enfin toutes les thérapeutiques qu'on peut donner, mais il y a aussi le sport. Et le sport, c'est l'activité physique, et c'est un des 4 piliers qui est essentiel, parce qu'il va vous aider à mieux tolérer les traitements, il va vous aider à être en meilleur état général, et si vous tolérez mieux les traitements, ils vont être plus efficaces. Donc c'est une partie qui est vraiment hyper importante, et moi j'ai une patiente qui monte des marches tous les jours avec un sport, voilà. Donc c'est tout à fait possible si c'est bien discuté, et je pense que c'est important d'en discuter avec le médecin pour être sûr est-ce qu'il y a des limites, et s'il y en a, lesquelles sont-elles? Oui, je voudrais compléter parce que ce que tu dis est tout à fait juste. On a la chance au sein du Centre Léon Bérard d'avoir un plateau qui est dédié à l'activité physique. Moi, je travaille avec 9 enseignants en activité physique. Donc, on voit des patients à tous les moments de la prise en charge, à tous les moments de leurs complications, et à tous les moments, on trouve un moment pour faire de l'activité physique.
Je veux encore une idée. J'avais hier un patient sur un tapis de marche qui avait une sonde digestive, qui avait une sonde urinaire, qui avait un pic de perfusion et qui faisait de l'activité physique. Et ça, c'est exceptionnel et c'est très rare d'avoir ça en France. Et on est certainement le centre qui a le plus investi, puisqu'on a des patients pendant la radiothérapie, pendant la chimiothérapie. On va même faire de l'activité physique en chambre stérile, avec des enfants ou avec des adultes. Donc, comme dit Olivia, tous les moments sont possibles. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique adaptée. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui va s'adapter à ce qu'on lui demande, c'est nous qui allons nous adapter en fonction de ses possibilités. Parce qu'on peut arriver dans le cancer avec une arthrose du genou qui est presque plus handicapante que le cancer. On peut arriver avec une obésité, avec une hypertension, avec un diabète, avec des pathologies rhumatismales complexes. Donc il faut qu'on s'adapte à ce que peut faire le patient. Mais encore une fois, à tous les moments du parcours de soins, on peut faire quelque chose. Tous les moments. Ce que mes deux collègues viennent de souligner est très, très, très important. C'est très moderne, c'est très novateur, mais c'est fondamental pour la santé de nos patients. Le sport, l'activité physique rentre dans la vie permanente des malades, en particulier des malades avec cancer. Et moi, au stade où j'en suis, je le découvre assez profondément grâce au dynamisme des oncologues, des hématologues et des enseignants d'activité physique adaptée. L'enseignant d'activité physique adaptée, c'est une nouvelle profession. Vous connaissez les infirmières, les kinésithérapeutes, les aides-soignants, les médecins. Il y a maintenant dans les structures de soins des enseignants d'activité physique adaptée, c'est-à-dire des collaborateurs qui se sont formés dans les universités d'activité physique, qui ont fait un parcours de prof de gym, STAPS, et qui ont décidé de se professionnaliser du côté du soin. Et on parle de 8 à 10 enseignants d'activité physique adaptée au Centre Léon Bérard pour lutter contre le cancer. On a la même volonté au niveau des hospices civils de Lyon. Il y a 30 enseignants d'activité physique adaptée. C'est un nouveau travail, une nouvelle profession. Il y a un nouveau challenge pour leur salaire, de façon à ce qu'on impulse de l'activité physique pendant les soins, et en particulier pendant les soins de cancer. Et mon étonnement en préparant la réunion d'aujourd'hui a été encore plus important. Comme mes deux collègues viennent de l'aborder, pendant les perfusions, on a remarqué, on conclut que l'activité physique va améliorer la tolérance du traitement et peut-être son efficacité. Et j'aimerais que nos deux collègues qui sont en plein dans le traitement du cancer puissent nous donner quelques détails sur cette notion d'activité physique pendant les perfusions. On a tous l'habitude de voir des patients, cancer, leucémie, au fond de leur lit, qui perdent du muscle, qui perdent de l'énergie, qui sont désespérés. Là, ce sont des patients qu'on stimule pour faire du sport pendant les traitements. Votre question, c'était de savoir qu'est-ce qui se passe pendant l'activité physique et les traitements. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Pour faire très simple, et c'est facile à comprendre, quand on fait de l'activité physique, on augmente son débit vasculaire, on augmente son débit artériel, on augmente sa vasodilatation. Donc, on part du principe que dans le périmètre de la tumeur, ce qu'on appelle le micro-environnement tumoral, on va améliorer la diffusion des médicaments qui sont injectés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on crée un état, on va dire, qui est plutôt favorable au niveau de l'immunité. Et ça, on l'a bien démontré. On crée un micro-environnement tumoral qui est favorable à la défense contre les cellules cancéreuses. Et puis, le muscle en activité, il fabrique un certain nombre de produits qu'on appelle des myokines, qui ont tout un rôle qui est vraiment favorable au niveau du système immunitaire. D'accord ? Nous, on a fait une étude où on a fait pédaler des patients atteints de certains cancers pulmonaires sur des vélos en même temps que le même jour, ils allaient avoir leur immunité. Donc, on est vraiment aujourd'hui en train de démontrer qu'il y a un réel effet qui est mesurable. Alors Marie-Noëlle, j'ai dit que les gens allaient comprendre au moment de votre intervention. Donc Marie-Noëlle, je vous rappelle, c'est une marathonienne, elle a couru plus de 100 marathons dans toute sa vie. Et Marie-Noëlle, vous êtes le témoin privilégié de cet instant. Bah, en fait, il faut que je raconte un petit peu mon histoire. Tout à fait. Mais très brièvement. Moi, j'ai eu un premier cancer du sein en 2011. J'ai fait mon premier marathon le 26 juin 2011. Je suis restée sur mon nuage. Et un mois plus tard, jour pour jour, j'apprenais que j'avais un cancer du sein. Donc après, j'étais opérée, radiothérapie, hormonothérapie. Et à l'époque, le chirurgien a tout de suite vu que me dire de me reposer dans mon canapé,
ça ne le ferait pas au niveau de mon mental. Et dès septembre, il m'a autorisé à recourir. Et moi, j'avais repéré le marathon Nice-Cannes à l'époque et qui correspondait à la fin de mes séances de radiothérapie. Et je me suis fixé cet objectif-là pour avoir l'impression de ne pas subir ma vie, pour un peu d'être maître de ma vie. Bon, ça l'a fait, le marathon, je l'ai terminé dans des conditions lamentables, mais je l'ai terminé. Voilà, après je suis suivie chaque année, j'étais suivie à Rennes, maintenant je suis suivie à Paris maintenant, enfin région parisienne et Paris maintenant. Et l'année dernière, en fait, en début d'année dernière, j'ai commencé à ressentir des symptômes qui pour moi, enfin j'étais très fatiguée, j'ai perdu du poids, j'avais une perte de masse musculaire au niveau des bras et des jambes, mais je trouvais qu'à mon âge, c'était un peu prématuré alors que je continuais à courir. Je précise que je cours normalement une vingtaine de marathons par an, je ne sais pas si ça... Une vingtaine par an. Et quand j'ai consulté le médecin généraliste, ils m'ont dit « mais non, c'est une fatigue passagère, c'est rien ». Voilà. Bon, j'ai laissé quelques mois passer et je suis retournée en juillet 2024 voir un médecin généraliste. C'était une remplaçante qui m'a fait faire une prise de sang. Et alors là, c'était pas bon, forcément, pas bon du tout. Et là, c'est direct aux urgences pour me poser des sondes JJ parce que mes reins allaient se bloquer. Et après, en fait, au mois d'août, ça a été des examens, hospitalisation, voilà, pour apprendre que j'avais une récidive de mon cancer du sein au stade 4. Donc là, c'était... Alors que j'étais suivie, le dernier contrôle était en février 2024. Je n'ai pas trop compris. Bon. Et à ce moment-là, j'avais quand même mon dossard. Enfin, je ramène tout à la course à pied parce que c'est vraiment une thérapie pour moi, mon équilibre. Enfin, et j'avais mon dossard pour le marathon des JO. Mais je ne savais pas que j'avais un cancer stade 4 à l'époque. J'y suis après. Mais j'étais tellement fatiguée, mais j'ai dit, c'est pas grave, je vais prendre le départ quand même. C'était le pire marathon de ma vie au niveau course parce que je marchais dès le 2e kilomètre, j'en pouvais plus. Mais j'ai terminé. Comme quoi la tête, quand elle veut, j'ai terminé. J'étais malade sur le parcours, mais c'est pas grave, j'ai terminé, j'ai ma médaille. Tout. Après, j'y suis stade 4 et après, c'est parti dans un protocole, en fait. Et pour mon cas, c'est une thérapie ciblée puisque la chimio ne marche pas. Donc, thérapie ciblée et puis contrôle tous les trimestres, scanner, enfin voilà. Donc, je suis passée en août 2024 avec le marqueur CA15, voilà, qui était à plus de 650 en août 2024. Et aujourd'hui, je suis à 39 avec les médicaments, donc ce qui est bien. Bon, il y a quand même des effets secondaires, sinon c'est pas drôle. Surtout qu'en fait, il avait commencé à se promener. Il y a quand même, donc c'est ce qu'ils appellent un carcinome lobulaire du sein gauche, avec atteinte colique, péritonéale et ovarienne. Donc il avait commencé à se balader. Aujourd'hui, il n'y a plus de masse ovarienne. Enfin, c'est nettement mieux. Il reste le problème des sondes JJ qui se bouchent tous les 2 mois, donc je repasse au bloc le 9 décembre pour les changer pour la 6e fois cette année. Donc là, c'est un peu lourd, quoi. Et au niveau effet secondaire, en fait, j'ai toujours des problèmes de ventre qui gonflent, problèmes d'intestin et tout, et une fatigue qui m'empêche quand même de vivre normalement. Alors je force, parce que l'année dernière, actuellement je suis suivie à l'hôpital Saint-Joseph à Paris, et en fait l'oncologue qui me suit a eu beaucoup de temps à comprendre que la course à pied était très importante pour moi, et au début je lui ai demandé son accord, savoir si je pouvais participer au marathon de la Baule qui était en novembre l'année dernière. Au début elle m'a dit non. Elle m'a dit, partez d'abord sur un 10 km, mais je lui ai dit, mais non, un 10 km, ça va beaucoup trop vite, quoi. Et j'ai bien vu que ça ne collait pas. Donc, j'ai fermé le sujet, et puis je me suis dit, je me connais, j'ai pris le départ, et en fait, ça l'a fait, quoi. Donc, je me suis dit, bon, plus dans les chronos d'avant, hein, forcément. Et là, depuis le début de l'année, j'aurais fait une dizaine, donc moins qu'en 2024. Je me traîne un peu plus, je suis plus fatiguée. C'est vrai que le renforcement musculaire, comme vous parliez, là, il faudrait que j'en refasse, mais je suis tellement fatiguée que je ne sais pas comment trop m'y prendre.
Et voilà, donc je compose. Voilà, parce que bon, c'est très. Voilà, j'arrête là. Voilà. Mais Marie-Noël, vous continuez de courir. Hein, voilà. On en reparlera tout à l'heure sur le mental. C'est aussi quelque chose d'important moralement de continuer de courir. C'est aussi important moralement de continuer de courir. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera de oui, sport et de mental. Ah, tout à fait. Oui, c'est hyper important. Alors moi, je voudrais souligner le témoignage de Marino. Marino, elle vient chez nous depuis 12 ans. Je crois que tu m'as dit que ça faisait la 12e année que tu venais au Beaujolais. À peu près. À peu près. Donc elle fait partie du fameux club des 100 qu'on va accueillir tout à l'heure. Elle participait avant à Courir le Monde. Ça, c'est un très beau nom, Courir le Monde. Donc elle a couru partout dans le monde entier. Là, elle a fait le marathon de Nouméa pendant l'été. Elle est allée se promener en Australie aussi. Et puis, elle est revenue. Cette année, moi, je t'ai vu à Givry. Tu étais déjà malade. Tu as fait le marathon des Jeux Olympiques. Tu étais malade l'année dernière. Marino, bon, c'est devenu une amie, vous l'avez compris. Elle m'a dit l'autre jour, elle a 252 marathons dimanche, puisque ça sera son 252e au Beaujolais. Depuis qu'elle a fait sa récidive, eh ben, elle a couru, je crois, 9 marathons. Une dizaine de marathons, comme ça. Ouais. J'ai couru une dizaine de marathons. J'ai un cancer, mais j'ai couru une dizaine de marathons. Et puis cette année, je l'ai vue à Annecy, parce qu'elle était au marathon d'Annecy au mois d'avril. Elle me dit, bon, alors on parle de sa maladie, on en parle discrètement, doucement. Et puis elle me dit, tu sais, je vais être en retraite. Et moi, il y a un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est de devenir bénévole au marathon du Beaujolais. Alors je lui dis, ben, qu'à cela ne tienne. Donc elle est arrivée, je l'ai récupérée à la gare mercredi midi. Elle a bossé depuis sur le marathon du Beaujolais. Demain, elle va courir. Ce qui est extraordinaire, c'est que demain soir, elle va faire la fête avec nous. Et moi, je lui ai demandé très pudiquement si elle était d'accord pour témoigner aujourd'hui. Alors au début, elle ne voulait pas, bien sûr. Et puis je lui ai dit, si, ça serait bien que tu témoignes, parce que je pense que par rapport aux médecins qui sont là, par rapport aux gens qui nous écoutent, ton témoignage, c'est un témoignage fort, parce que c'est celui qui donne de l'espoir, en se disant, c'est pas parce qu'on est malade qu'on arrête tout, et au contraire, c'est parce qu'on est malade qu'on doit, au contraire, je pense qu'il faut en faire encore plus. Et ben moi, je te dis bravo. Moi, je suis fier que tu sois là. Je vais te passer le micro. Je suis très heureux que tu sois là. Et puis, on se bat tous ensemble pour toi. Par contre, en fait, moi, j'ai quand même beaucoup de difficultés à accepter cette situation. Moi, comme je dis, la résilience, elle n'est pas passée par moi, quoi. Mais je pense que je le ferai parce que je n'ai pas le choix, sauf si ça s'améliore encore. Moi, l'oncologue m'a dit que je ne reviendrai jamais à mon niveau, enfin de course à pied. Hein. Je parle de mon niveau d'avant. Alors même si je ne reviens pas à mon niveau d'avant, mais au moins que ça réponde un peu plus, que je sois moins fatiguée, que voilà. Donc ça, en fait, il y a une partie de moi qui le sport, oui, c'est bien, mais il y a une partie de moi qui se me demande pourquoi, qui rejette, je veux ma vie d'avant et basta, quoi. Je veux ma vie d'il y a 2 ans, en fait, voilà. C'est tout. Mais je compose, c'est pas le souci. Voilà. J'ai deux commentaires forts à faire. Tout d'abord, mon admiration pour Marie-Noël et son sens de l'effort, son courage, et puis sa pudeur à pouvoir témoigner pour nous, médecins. C'est vraiment plein d'émotions et plein d'une grandeur de la médecine. Donc c'était vraiment important qu'on soit avec vous. Vous nous faites passer des messages vraiment très bons, et je suis sûr que votre participation à la fois au marathon et à l'entourage du marathon va aussi vous aider pour que la partie de vous qui trouve que c'est trop injuste, que c'est trop dur, puisse être améliorée par la fraternité du marathon. Et puis mon deuxième commentaire, il va pour notre président Alain. Il est assez génial pour toujours inventer plus d'humain, plus de moderne, plus de liens. Et l'intégration du témoignage d'une malade sportive de haut niveau est fondamentale. Nous, en médecine, on s'y met un peu tard, mais en tant qu'enseignant de médecine, on découvre l'intérêt d'avoir le patient partenaire. Donc maintenant, en faculté de médecine, beaucoup de cours sont faits avec des patients. Et donc ici,
on vient encore plus souligner l'intérêt de partager avec le patient non seulement ses soins, mais aussi l'enseignement, l'ouverture sur une médecine très globale. C'est ce qu'on appelle la médecine participative. Les patients sont acteurs de leurs soins, les patients vont être acteurs à la faculté de médecine pour former les étudiants, et les patients sont aussi acteurs pour témoigner. Donc un immense bravo à tous les deux. Alors justement, vous allez nous parler de ce qui se passe aux Hospices civils de Lyon, parce que tout le monde ne pratique pas le marathon comme Marie-Noël. Vous mettez les patients en marche à travers un programme qui s'appelle Jump. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, qui sont les publics cibles et qu'est-ce qu'on a comme action, comme activité qui vous sont proposées? Je vous ai vu arriver avec une raquette de tennis, docteur. Donc je vais laisser la parole à Justine qui porte avec le professeur Confavreux et le professeur Courtois ce programme de réathlétisation, de reconditionnement musculo-squelettique quand on sort d'un cancer. Par rapport à votre introduction, je voudrais souligner cette dynamique de l'activité physique quasi permanente pour accompagner nos patients. Et Jump, c'est un programme très original qui a été mis au point par le professeur Confavreux, qui est rhumatologue et oncologue, qui s'excuse de ne pas être là et qui est très fier d'être intégré à ce rythme, par madame le professeur Courtois, qui est médecin de rééducation fonctionnelle. Et Justine va vous montrer toutes les facettes de Jump tennis dans le cadre des hospices pour des patients. Alors Jump, c'est un parcours de soins. Il en existe dans d'autres hôpitaux, mais c'est encore des choses qui sont relativement embryonnaires. Et l'idée, c'était de se dire, on a de plus en plus de patients qui survivent après un cancer, qui sont en rémission et stabilisés, qui retournent à une vie qu'on dit trivialement la vie normale, même si ça met du temps avant d'y arriver. Mais ces patients étaient guéris, mais à quel prix ? On sait qu'il reste, après les traitements, des problèmes cognitifs, des problèmes de fatigue, des problèmes de douleur, des problèmes cardiovasculaires. Et c'est des choses qu'on ne connaît pas encore très bien. Alors dans certains cancers, comme le cancer du sein, c'est des choses qui ont été beaucoup étudiées. Dans d'autres pathologies cancéreuses, beaucoup moins. Et l'idée du programme Jump, c'était de se dire, on va accueillir tous les patients en post-cancer, ou en tout cas le plus qu'on peut en accueillir avec nos moyens. Et on va proposer à ces patients une journée d'évaluation multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à comment ils vont par rapport au cancer, parce que ça, c'est le travail de l'oncologue qui fait déjà ça très bien. Mais on va se poser la question de comment vont leurs os, comment vont leurs muscles, comment ils vont d'un point de vue métabolique, comment ils vont dans leur tête, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue fatigue, comment ça va au travail. Est-ce qu'ils veulent reprendre le travail? Est-ce qu'ils ont déjà repris le travail? Est-ce qu'ils ont besoin d'un accompagnement pour ça? Comment ça va dans la famille? Parce que des fois, la maladie, ça fait bouger les lignes au sein de la famille. Et c'est des sujets qui sont importants à aborder et qu'on ne peut pas toujours aborder avec l'oncologue parce que les protocoles sont ce qu'ils sont. Et l'idée de cette journée, c'était de se dire, on va accueillir les patients, on va lui faire passer des examens, et puis à la fin de la journée, on va faire une synthèse qui dure entre 3/4 d'heure et 1h30 en fonction des patients, et on va prendre le temps, on va échanger, on va écouter le patient sur ce qui va pas, et on va voir avec lui ce qu'on peut faire pour régler tous ces petits problèmes qui mettent des grains de sable dans le rouage et qui empêchent le retour à cette vie normale. Donc le projet initial de Jump, c'était ça. Autour de ce projet de prise en charge, on y a collé des protocoles de recherche en se disant on recueille beaucoup de données et ça va nous servir à mieux cartographier nos patients. Qu'est-ce qui va pas? On s'est rendu compte que dans le muscle, il y a plein de choses qui n'allaient pas en après-cancer. Mais et ça permet de mieux le définir et de se dire maintenant qu'on sait très exactement ce qui ne va pas et ce qui coince, qu'est-ce qu'on met en place pour réparer ces petits soucis. Et Jump, de là est arrivé le projet Jump Tennis avec la Fédération française de tennis et la Fondation Terre d'Impact, le fonds de dotation de la Fédération française, qui nous a dit nous, comme pour le marathon du Beaujolais, on a plein de sous, votre projet est super, comment on travaille ensemble? Et on leur a dit nous, on aimerait bien faire du sport à nos patients. Et à Lyon, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital Henri Gabriel, qui a un grand parc avec plein de structures de sport. Et du coup, il y avait un terrain de tennis qui était laissé à l'abandon. On a du coup rénové ce terrain de tennis.
Et avec des enseignants en activité physique, des diplômés d'État en tennis qui sont spécialisés dans le tennis adapté sport santé, on a mis en place tout un programme de sport adapté sur 3 mois, 3 fois par semaine. Donc les patients viennent, des patients qui ont eu un cancer, viennent 3 fois par semaine pendant 1 heure faire du tennis. D'où la raquette de Jean-Paul. Et ce que je voulais dire, c'est que le sport adapté, nous, quand on parle de tennis, l'objectif, c'est pas qu'ils aillent faire Roland-Garros. Leur objectif à eux non plus d'ailleurs, mais le sport santé, quand on utilise le basket, l'escrime, le tennis, le sport est un support pour faire des exercices d'équilibre, de musculation, de cardio. Et le sport est le support pour arriver à ça. Et il ne faut pas se dire que les gens vont devenir... Marie-Noël pourra nous dire qu'on ne devient pas marathonien du jour au lendemain. Je pense que ça se saurait. Mais c'est vraiment utiliser le sport comme support pour se réhabiliter et puis aussi pour retrouver du lien social qu'on peut des fois avoir un peu perdu en fonction des pathologies. Alors je vais avoir 2 questions encore avant la fin de cette table ronde. Une qui va s'adresser à tout le monde et Marie-Noël a apporté quelques éléments de réponse tout à l'heure. C'est sur l'aspect mental. Alors on sait que le sportif est quelqu'un qui peut aller, grâce au mental, aller chercher des ressources qu'il imaginait peut-être pas. Certes, il y a l'entraînement, mais il y a aussi toute cette force mentale qui fait qu'on va se dépasser. Est-ce que vous faites le parallèle avec les malades qui sont en traitement, qui vont eux aussi chercher avec leur état du moment à se dépasser pour aller au-delà de la maladie et pour renforcer ce qu'on a dit, est-ce que les sportifs qui sont déjà habitués à souffrir, entre guillemets, en tout cas aller chercher un peu plus loin que les autres, sont des malades qui peut-être supportent mieux les traitements ou en tout cas qui ont peut-être un taux de guérison plus important? Est-ce qu'il y a un parallèle qui est fait voilà, jusqu'où va ce parallèle? Alors, sur la question du mental, de la résilience, on n'a pas de données fortes, scientifiques, pour montrer qu'il y a un impact sur la réponse thérapeutique et la survie. Néanmoins, on a quand même des données très claires pour montrer que quand on a des personnes qui ont un mental important, mais qui ont aussi des aidants, il y a aussi d'autres manières d'avoir un mental important, c'est d'avoir des personnes autour de nous qui s'occupent de nous. Et ben ces personnes-là arrivent mieux à parcourir leur parcours de soins avec une meilleure tolérance, à accepter les traitements et tout ce qui est comme conséquence, à être accompagné quand il y a une problématique. Et le fait de pouvoir avoir un parcours de soins avec une dose intensité qui est satisfaisante est forcément associé à une meilleure réponse. Donc on n'a pas forcément de preuves scientifiques tangibles, mais on a quand même ce sentiment que c'est une part importante pour les patients de pouvoir avoir ce mental. Scientifiquement, il a été démontré que des malades qui sortent d'un cancer de la prostate et qui paraissent stabilisés, rémission, des malades qui se remettent d'un cancer du côlon, après leur chimiothérapie, leur immunothérapie, la chirurgie. Des malades qui se remettent d'un lymphome ou d'une leucémie et qui s'astreignent à une activité physique régulière vont survivre plus longtemps que des malades qui sont sédentaires ou vont avoir une survie avec moins de complications que ceux qui sont sédentaires. Donc il est vraiment fondamental que l'activité physique, loin de la performance sportive, mais pour le bien-être, le mieux-être, pour la confiance en soi, pour l'activité physique, soit conduite pendant et après le cancer. Fondamental. Nous l'avons découvert grâce à Cyril, grâce à Sophie, grâce à l'Institut de cancérologie des Hospices. Nos amis du centre Léon Bérard l'avaient déjà perçu depuis longtemps, d'où l'activité d'Olivia, de Philippe, qui nous précèdent et qui ont déjà fait des belles choses pour que leurs patients aient de l'activité physique adaptée. Donc faites passer le message. Dès que vous rencontrez des gens qui sont abattus par leur cancer, dites-leur, adhérez au traitement, bossez avec votre oncologue, mais n'oubliez pas l'activité physique. Elle fait partie de votre traitement. Et je veux bien rebondir là-dessus. C'est vrai que j'aime beaucoup le fait de dire c'est l'activité physique et pas la performance, parce que c'est hyper important de se dire, en fait, on a tous un niveau de base qui est différent. Il y a des personnes qui sont très sédentaires et qui vont rester
parce que leur métier les oblige devant un ordinateur, il faut penser à se lever toutes les 2 heures, à prendre les escaliers, pas prendre l'ascenseur. Il y a des petites choses qui sont hyper importantes et chaque petit grain, entre guillemets, va améliorer les choses. Et ce qui est hyper important pour les personnes qui font des performances énormes, c'est d'avoir une activité qui est stable dans le temps aussi, qui n'est pas, comme on disait, pour brosser les dents le samedi, qui n'est pas une fois par semaine, mais qui est vraiment quelque chose de régulier et chronique. Donc c'est vrai que cette activité, elle est essentielle. Le programme Jump, Justine, Cyril, Sophie, d'autres confrères en parleraient mieux que moi, mais a déjà intégré 400 malades. Le programme Jump Tennis n'en a intégré qu'un petit nombre, par la disponibilité des patients, par la mise au point progressive de nos enseignants. Mais ce n'est pas du tennis compétition, Justine l'a bien dit. Et le témoignage le plus fort que nous avons eu ces dernières semaines vient d'une patiente qui nous a dit « Je terminais le traitement de mon cancer de l'ovaire, j'étais, malgré le succès des traitements et des médecins qui me rassurent, dans une espèce de brouillard intellectuel, de fatigue, de permanente fatigue, grâce à ces quelques heures de tennis hebdomadaires, sans aucune prétention de performance, grâce à ma remise en mouvement, je revis. » Donc c'est le sport remise en mouvement, reconditionnement, très personnalisé en fonction de la maladie et des suites. Oui, je voudrais compléter tout ce que vous dites, c'est vraiment très intéressant. Pour redonner un peu du sens à tout ça et dire que l'activité physique fait partie d'un tout. C'est une thérapie non médicamenteuse, ça fait partie des soins dits de support, au même titre que l'alimentation, donc la diététique, l'accompagnement psychologique, la socio-esthétique et toutes les disciplines qui tournent autour, ce sont des soins dits de support. Et dans ces soins de support, il est vrai que l'activité physique a une part importante parce que c'est la plus visible. Parce que c'est celle dont on parle le plus et celle dont on finance aussi le plus les projets. Et vous avez raison de dire avant, pendant et après, parce qu'avant, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire que oui, en faisant de l'activité physique, on peut éviter l'apparition de certains cancers. Pendant, vous avez compris que dans le parcours de soins, y compris le plus tôt possible, on peut intégrer de l'activité physique. Et après, c'est ce que Jump fait aux hospices, c'est ce que le programme PASCA fait au centre Léon Bérard, où on a des patients qui ont eu des effets secondaires des traitements pendant un certain temps, qui conservent de la fatigue, une perte de masse musculaire, et c'est de notre devoir de continuer à les accompagner. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la fin d'un parcours de soins, il arrive très souvent que des patients nous disent « alors, on ne s'occupe plus de moi ». Alors ça s'arrête, tout s'arrête. Parce qu'avant, le patient était captif, il a tous ses rendez-vous de radiothérapie, de chimio, de consultation, et au bout d'un moment, ça s'arrête. Parce que le cancer a disparu, ou il est en phase de surveillance. Et à partir de ce moment-là, pas pour tout le monde, mais à partir de ce moment-là, il est important de redonner de la vie. Et j'ai un patient, je termine juste mon propos là-dessus, que j'ai vu hier, qui m'a donné ce mot que je trouve extraordinaire. Je veux redonner un peu de la vie aux années que des années à la vie. Et d'en donner de la vie aux années, ben c'est ça. C'est faire de l'activité physique, c'est bien se nourrir, c'est bien dormir, c'est avoir une relation amicale, une relation familiale qui nous maintienne dans un niveau de satisfaction. Je suis très frustré parce qu'on est pris par le temps, il y a plein de choses. J'ai quand même une dernière question, je vais vous demander d'être super rapide. Ce partenariat avec les Beaujolais Runners, c'est la Beaujolais Runners Foundation, c'est sur 5 ans, un engagement sur 5 ans, 50 000 € sur chacun des instituts. En 2-3 mots, qu'est-ce que ça va vous aider concrètement à mettre en place comme action dans vos diverses entités, recherche, pas recherche, traitement, accompagnement des malades? Ou est-ce que vous ne savez pas encore? Vous pouvez dire qu'on ne sait pas encore. Ce qu'on souhaiterait, c'est que ça permette d'implémenter des programmes d'activité physique à différents stades de la maladie, avant, pour la prévention primaire et la prévention secondaire, pendant les cancers et après les cancers. Et on a des programmes où l'activité physique peut être importante à chacun de ces piliers, soit pour prévenir le risque de cancer, soit pour améliorer l'efficacité des traitements, c'est le pédalage en cours d'immunothérapie, soit après, pour améliorer, pour réduire les séquelles liées au traitement et améliorer la qualité de vie et reprendre de la vie. Ben, en fait, moi, je pense que je suis, comme c'est depuis août 2024, donc ça fait un an, un peu plus d'un an, je pense que je suis dans une phase
un peu compliqué. Enfin, physiquement, ça va un peu, et ça dépend des jours. J'ai toujours mon boulet de fatigue, enfin, je ne sais pas quoi en faire, mais je compose. Et par contre, dans la tête, des fois, ça va pas, parce que j'ai la nostalgie d'avant. Enfin, voilà. Et je pense qu'il y a tout un travail à faire, là. Peut-être qu'il faut peut-être un peu plus de temps aussi. J'en sais rien, en fait. Mais j'ai phase d'abattement, forcément. Mais après, je rebondis. Je vois tellement de gens, en plus, enfin, notamment sur les réseaux sociaux, qui ont des histoires de vie, enfin, et grâce à la course à pied ou n'importe quel autre sport, arrivent à rebondir, à se reconstruire, que je me dis que, ah ben non, du coup, comme je suis découragée, ben non, tu peux pas, et je me parle en plus, donc c'est grave. Et ben, je continue, après je sais pas vers où je vais, je sais pas, voilà, mais on verra bien. À quoi ça va servir? En fait, tous les projets de recherche ont besoin d'argent, que ce soit dans le domaine de la cancéro, dans les autres. Rien n'est gratuit, et chaque projet qui est financé peut, ou en partie ou en totalité, fait avancer un autre projet, fait avancer une autre réflexion, rebondit de toute façon. Il n'y a pas de projet qui soit complètement indépendant les uns des autres. C'est une collectivité de réflexion, c'est une collectivité d'avancement. Donc en fait, chaque projet induit une nouvelle idée. C'est un peu comme vous avez toujours une idée qu'en chasse une autre. Et ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'un projet financé fait avancer une compréhension et puis permet d'aller encore plus loin. Et on a toute une liste de projets qui sont en attente de financement. Et bah, aux hospices comme au CLB, la liste des projets est à peu près infinie, je pense. Mais nous, on s'est concentré avec Jump sur 3 axes. Un projet de mieux accompagner les patients et d'étendre la proposition de sport après cancer sur d'autres hôpitaux, parce que nous, on est à Lyon-Sud sur le groupement hospitalier Sud, mais les hospices civils de Lyon, c'est plusieurs hôpitaux dans Lyon, donc, et plusieurs services d'oncologie. Donc, c'est pouvoir faire profiter à plus de patients de ces séances de sport après cancer. C'est améliorer le diagnostic des séquelles après cancer en développant des nouveaux examens diagnostiques, en utilisant l'IA, en réutilisant les données, qui sont des choses qui sont très importantes en ce moment. Et c'est aussi travailler sur la recherche. On a des résultats sur le muscle qui sont hyper intéressants, et maintenant ça va être lier le muscle à la cognition, lier le muscle à l'os. Et pour ça, on a besoin de fonds. Un mot complémentaire, mon équipe, l'Institut de cancérologie des hospices, les équipes médicales des hospices civils de Lyon, ce partenariat, c'est vital. Et comme nous sommes très gourmands, nous voulons aussi de l'humain. Mon expérience m'a montré, en particulier à l'hôpital pédiatrique, que dès lors que des sportifs viennent à l'hôpital soutenir des malades, des enfants malades, des enfants opérés, des enfants en chimiothérapie, soutenir des équipes soignantes, comme les enfants le disent, on a des étoiles dans le cerveau, on va mieux. Donc, on a l'habitude de voir des joueuses de l'OL s'impliquer à l'hôpital pédiatrique. On voit des sportifs venir dans notre hôpital pour voir des malades, les aider à lutter contre leur cancer. On a toute l'équipe du tournoi Open Soprasteria de tennis qui se mobilise pour inviter des malades sur les événements sportifs, pour nous aider à développer le tennis à l'hôpital. Donc nous, on va demander aux runners, aux finishers, aux hommes du marathon de venir au plan humain soutenir les malades et les équipes dans nos hôpitaux. Et on sera heureux de ce partenariat. Et je voudrais juste rajouter un point. Je pense que ce qui est important dans la collaboration qu'on a entre nous, c'est le fait que vous apportez un regard extérieur, un regard patient, un regard non patient mais parfois aidant. Et ça, c'est hyper important pour développer des projets qui répondent aux attentes des patients, aux attentes des aidants et aux attentes des personnes qui n'ont pas de cancer, mais qui sentent bien que c'est une maladie qui est importante et qu'il faut la prendre en charge et qu'il faut la prévenir. Et ce regard extérieur est franchement essentiel. Et donc, je pense que ça, c'est aussi c'est pas une part qui se monétise, qui est budgétaire, mais c'est une part qui est hyper importante. Alors, avant de conclure, merci à tous. Un petit mot, un petit témoignage de Patrick Montel qui nous fait le plaisir et qui nous a fait le plaisir d'assister à cette conférence. Ouais. Oui, je voulais juste rajouter un truc parce que c'est vrai que l'humain, ça me semble capital, et comme vous disiez, la budgétisation de l'humain, elle reste compliquée, et heureusement.
On a parlé de l'humain, des gens qui venaient de l'extérieur pour apporter un soutien à ceux qui sont malades. C'est vrai que c'est important. Vous avez noté les joueuses de l'OL, je sais pas, vous n'avez pas parlé des joueurs. Est-ce que les pros viennent? C'est pas évident. Mais bon, ça c'est juste une parenthèse pour moi. Pour le reste, je voulais vous raconter une histoire que j'ai vécue la semaine dernière et qui rentre complètement dans ce qu'on vient de dire. C'est l'humain entre le soignant et le patient. J'étais dans le désert marocain la semaine dernière, dans le Sahara marocain, et j'ai rencontré une équipe de soignants de l'hôpital Foch de Suresnes qui a lancé un projet que je trouve absolument admirable. Alors, d'abord, je vous dis que le trail dans le Sahara, c'est 180 km, 5 étapes à parcourir en courant ou en marchant, ou les deux. Et donc, il y avait une équipe de 10 personnes de l'hôpital Foch de Suresnes, 5 soignants et 5 patients. Et parmi les soignants, il y avait un neurochir, il y avait une anesthésiste, il y avait une psychologue, il y avait le chef du service des urgences de Foch. Bref, il y avait vraiment des gens extrêmement engagés dans la lutte contre le cancer notamment. Et sur les 5 patients, il y avait au moins 3 qui étaient atteints d'une tumeur au cerveau, et dont 2 qui malheureusement étaient atteints d'une tumeur inopérable et donc incurable. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment de grâce extraordinaire à voir ces 5 soignants et ces 5 patients partager l'effort sur ce trail du Sahara, et surtout de vivre ensemble. C'est-à-dire que la neurochir, en l'occurrence, qui normalement a une aura absolument extraordinaire, puisque c'est elle qui a le pouvoir de vie ou de mort sur vous, eh bien la neurochir dormait à côté du patient qu'elle avait opéré. Et l'anesthésiste était également à côté d'un patient qu'elle avait anesthésié. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, et je l'oppose à tous ces mandarins qui existent encore et qui ont une attitude extrêmement brutale avec les patients. Je leur en veux pas, parce qu'ils en voient passer des dizaines et des dizaines, et ils ne pensent pas toujours au choc psychologique qu'ils imposent à quelqu'un lorsqu'ils leur disent « Monsieur ou Madame, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous avez telle maladie et cette maladie est incurable ». Donc, je veux dire, ce projet de l'hôpital Foch de Suresnes, j'espère qu'il sera repris par Léon Bérard, j'espère qu'il sera repris par tous les hôpitaux de France et de Navarre, et qu'on aura ce partage extrêmement intime et extrêmement bienveillant entre celui qui opère, celui qui endort et celui qui souffre. Merci. Merci Patrick. Voilà, moi je voulais remercier nos médecins. Vous l'avez compris, que le sport c'était quelque chose d'important avant, pendant et après avoir souffert d'un cancer. Merci à nouveau, s'il vous plaît, à tous nos médecins que je vais vous demander d'applaudir. Le docteur Olivia Lesault, le docteur Philippe Marijnen, Justine Bérardet, Van Ruynbeck pour les Hospices Civils de Lyon et Jean-Paul Larbre. Et puis merci à Marie-Noël, notre marathonienne du Club des 100. Je vous demande encore juste 1 minute, et en particulier pour Alain. Ce colloque est fantastique. Il est formidable au plan médical, il est formidable au plan humain, et comme nous avons parlé d'activité physique et de sport, je pense qu'il faut que nous nous accordions 1 minute d'activité physique avant de repartir ensemble, un partage d'activité physique. Donc je vous propose pendant 1 ou 2 minutes de vous mettre debout, de vous étirer, de vous étendre. Ça fait partie de la vie, et les consultations avec vos médecins doivent comporter de l'activité physique. Et les applaudissements en font partie.